tu peux pas pour moi être pleinement épanoui personnellement et ne pas l'être professionnellement ou vice-versa. Mais pourquoi avoir été chercher aussi loin quelque chose qui est en toi ? Bienvenue dans le podcast La Clé de Soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Et aujourd'hui, j'ai un immense plaisir d'accueillir Alexia Godefroy. Bonjour Alexia. Bonjour. Alexia, tu es formatrice en communication professionnelle et accompagnatrice emploi. C'est exactement cela. Tu aimes bien dire que tu es Alexia de pays des mots. Oui. Tu nous expliqueras d'où vient cette expression. Bien sûr. Et j'aimerais juste préciser, parce que c'est vraiment un grand plaisir, que nous sommes face à face, nous enregistrons ce podcast en présentiel. Comment tu vas ? Très bien, merci. Je suis vraiment contente de pouvoir te recevoir parce que ton histoire est très inspirante. Tu as un parcours qui est très significatif pour nous, les femmes après 40 ans. Oui. Tu as toujours eu à cœur de vivre une vie épanouie. Et je pense que ça peut énormément inspirer toutes les femmes qui nous écoutent. Est-ce que tu veux bien nous expliquer qui tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais ? Et après, on reviendra sur ton parcours. Ok. Donc aujourd'hui, je suis une formatrice et une femme épanouie professionnellement. Je suis formatrice effectivement en communication et accompagnatrice emploi maintenant depuis 25 ans. Depuis quelques années, formatrice en entreprise individuelle. Qui sont tes clients et en quoi tu les aides ? Alors, mes clients, majoritairement, sont les centres de formation qui font appel à moi pour tout ce qui a trait à la communication, mais au sens vraiment très large, et à tout ce qui est la communication professionnelle. Je peux intervenir sur des formations vraiment ponctuelles pour des ateliers CV, l'aide de motivation. Ça peut être tout ce qui est lié à la remédiation orthographique. Ça peut être, c'est très divers et varié. Et puis ce qui moi m'intéresse, c'est les challenges. Plus on me confie de nouvelles missions, plus ça m'intéresse. Génial. Si je comprends bien, tu es indépendante aujourd'hui ? Oui, totalement. Ce n'était pas toujours le cas ? Ça n'a pas toujours été le cas. Alors, raconte-nous comment étaient les débuts, juste pour qu'on puisse apercevoir la transition et le challenge qui t'a guidé visiblement depuis le début. Alors, quelque part, un parcours assez classique. Des études universitaires, des études de lettres et de langues, donc 6 années d'université, un parcours tracé, puisque une appétence pour les langues et pour la transmission. Au sortir de mes études, j'ai postulé dans des centres de formation. J'ai trouvé un centre de formation qui m'a embauchée en qualité de formatrice. Ensuite, j'ai un petit peu évolué, responsable formation, etc., etc. Et j'y ai passé 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait que tu es devenue indépendante aujourd'hui ? Je pense que c'est un ensemble. Moi, c'est un métier que je fais avec passion. C'est une vocation. Et à un moment, je pense que l'environnement de travail ne correspondait plus à mes valeurs. J'avais ce sentiment, même si je l'entendais, qu'il y avait le côté financier qui prenait le dessus. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé à me gêner. Ensuite, il y a eu un changement de direction. Et là, on s'est encore plus écarté de mes valeurs. Donc, ça a un petit peu maturé. Je suis arrivée à un moment où, peut-être par manque de recul, j'ai pensé
que c'était le métier en lui-même qui ne me satisfaisait plus ou qui ne me convenait plus. Un peu logique dans la première réflexion. Tout à fait. Donc, première réflexion, face à cette prise de conscience, j'ai décidé de faire une pause et j'ai décidé de reprendre mes études. Je devais avoir à peu près 40 ans et j'ai décidé de réaliser en 6 mois un master en responsable ressources humaines. Quel joli challenge. Voilà, challenge réussi. Ensuite, fort de cette expérience, je me suis dit que j'allais me lancer dans les ressources humaines. Donc j'ai été embauchée sur mon lieu de stage. Au départ, ça se passait assez bien, mais très très rapidement, je pense qu'il y a eu un peu, peut-être pas un retour de bâton, mais j'ai enfin pris du recul et compris que ce n'était absolument pas le métier qui m'avait un petit peu fatiguée, entre guillemets. J'ai compris qu'en fait, c'était mon environnement professionnel qui ne me convenait pas, mais que le métier, je ne m'étais pas trompée, que c'était ma véritable passion et vocation. Donc, si j'ai bien compris, ton deuxième métier t'a ramené à quelque chose près dans les mêmes conditions que le premier où tu en avais ras-le-bol. Exactement. Et donc là, tu as eu l'intelligence de faire le pas de recul. C'est ça. Et de se dire, non, c'est pas le métier, c'est vraiment la façon dont je veux travailler qui doit changer. Voilà, entreprendre une nouvelle phase de réflexion sans avoir nul regret pour cette première phase. Ça a été, je pense, un chemin par lequel il fallait passer. Je pense que si je n'étais pas passée par cette première réflexion, peut-être que je ne serais pas en train de faire ce podcast avec toi. J'ai pris du recul, je ne vais pas dire soudainement, mais un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, mais pourquoi avoir été chercher aussi loin quelque chose qui est en toi ? Joli. Et je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas vivre sans ce métier, sans ces interactions, sans cette transmission. Donc tu parles du métier de formatrice. Oui, hein. oui. Ton premier. Mon premier, et peut-être pas dernier, je ne sais pas de quoi la vie est faite, mais en tout cas, depuis de nombreuses années, et après cette réflexion, j'ai compris que je voulais l'exercer, mais autrement, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Pour la petite anecdote, je pense que toutes ces années, j'avais choisi le salariat pour me rassurer parce que je suis fille d'entrepreneur, sœur d'entrepreneur, femme d'entrepreneur. Et je pense que un peu l'enfant qui était en moi se disait « je ne vais pas embrasser le parcours de mes parents ». Parce qu'il ne te plaisait pas ou juste pour ne pas faire comme les parents ? Alors, c'était pas du tout une question d'opposition, c'est que j'ai peut-être manqué un peu de temps avec mes parents, qui avaient leur propre société, et je ne voulais pas reproduire ça. Oui, je comprends. Et ensuite, je me suis dit, je ne suis pas mes parents, c'est à moi de définir comment je vais travailler pour justement avoir encore plus de temps avec mon enfant. Et c'est ce que j'ai fait. Bravo. Tu m'as parlé en amont de certaines difficultés que ton métier t'a obligé de surmonter. Tu te trouvais assez timide et que longtemps, tu as eu le syndrome d'imposteur. Où tu en es aujourd'hui ? Alors, où j'en suis ? Alors, effectivement, j'ai toujours été timide, ce qui peut paraître un peu saugrenu quand on doit se poster devant un auditoire. Mais la passion du métier était tellement là que j'ai dépassé ça. Mais en revanche, malgré cette timidité, chose que je n'ai pas évoquée, c'est que non seulement quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que j'ai changé de région. Oui. Dans ma région, j'étais un peu connue, puisque c'est toujours un peu un microcosme. C'était ta zone de C'était ma zone, voilà. Donc non seulement je décide de déménager, j'arrive dans une région où je connais personne et concrètement avec ce projet d'entrepreneuriat, j'ai dû forcément aller au-delà et du coup sortir de ma zone de confort pour aller rencontrer les partenaires potentiels. Fort est de constater que très très rapidement j'ai eu des contacts et je ne peux pas dire que j'ai eu de grosses difficultés à m'implanter dans la région. Ouais. Très vite j'ai eu des contrats. Et j'ai également dépassé, bien que je ne peux pas dire que ça ne soit plus du tout présent, mais j'avais un peu ce sentiment de me dire, oui, mais pourquoi il y a toujours des personnes qui auront plus de connaissances, plus de savoir, plus de ci, plus de ça ?
Et à un moment, avec le recul, je me suis dit, mais par contre, en revanche, personne n'est Alexia Godefroy. Et Alexia Godefroy, elle fait son métier avec cœur, elle aime les gens, elle s'intéresse aux gens, elle a une façon d'animer, elle se lève le matin, elle rigole, elle se couche, elle rigole, et je me dis, au-delà d'une connaissance et d'une compétence, tu as une personnalité. Et ce n'est pas être prétentieux que de se dire qu'on peut avoir une belle personnalité qui va être une plus-value dans son animation et dans sa transmission. Alors aujourd'hui, je trouve que on le fait de plus en plus. De plus en plus, on entend de miser sur son unicité et que ça peut être une force. Mais il y a encore des domaines et il y a pas très longtemps, on avait plutôt tendance de se mettre dans les cases et ressembler à un modèle. Oui. À un moment, je pense que de plus en plus dans notre société, on nous parle de développement personnel, on nous parle d'estime de soi, et je pense que aussi la femme est en train de faire, donc de manière collégiale, un travail pour tout simplement prendre une place qu'elle mérite. Elle a autant sa place que quiconque. Donc je pense que c'est pas un acte militant, ce que j'ai fait, loin de là, puisque c'est quelque chose de très personnel. Moi, j'ai fait ce chemin, je suis pas plus méritante ou plus compétente qu'une autre. C'est juste arrivé à un certain âge, et je pense que peut-être l'âge participe à cette réflexion, mais ma place, je ne l'ai pas volée. Et il y a une place pour tout le monde. Exactement. Dans ce podcast, qui est la clé de soi, nous s'adressons aux femmes qui ont envie de reprendre les rênes de leur vie, et plus particulièrement les femmes de notre génération, donc 40 ans et plus, parce que c'est souvent cette période-là où on se pose des questions parce que nos enfants deviennent de plus en plus autonomes, et nous, on se rend compte que finalement, on a une responsabilité de ce que nous pouvons créer dans notre vie. Mais quand on parle de soi, de sa responsabilité, de son unicité, j'aime beaucoup évoquer l'entourage, parce qu'on n'est pas seul dans cette vie. Comment s'est passé pour toi? Est-ce que l'entourage était le moteur et la motivation, ou est-ce que c'était plutôt le frein, les deux? Un peu mitigé. Mes parents ont nourri quelques inquiétudes parce que eux-mêmes, ayant connu les turpitudes de l'entrepreneuriat, je pense qu'ils ne souhaitaient pas ça. Alors, déjà que mon frère est entrepreneur, ils se sont dit, la numéro 2, elle va pas nous faire le même coup. Et mes parents ont essayé un petit peu de me faire réfléchir dans le sens de tu as un emploi, tu as une mini, entre guillemets, notoriété, tu es salarié, tu as un CDI, ceci, cela. En revanche, et là où je les remercie, c'est que malgré ça, ils m'ont quand même soutenu et accompagné. Je pense qu'ils ont plutôt émis des mises en garde tout en étant super soutenants. La même chose de la part de mes amies de longue date, qui, elles, sont plus dans une logique salariale et qui, pour autant, ont vu quelque part ma force et mon épanouissement grandissant, et elles ont été soutenantes. Tout le monde a été très soutenant autour de moi, tout en étant un peu réservé, mais je peux pas dire que j'ai eu autour de moi des gens qui m'ont transmis leurs inquiétudes. Il y a peut-être aussi le fait que tu t'es pas laissé transmettre cette inquiétude, parce que je pense que quand on est décidé et tu étais motivé et tu avais envie d'aller vers cette direction, tu as fait le choix de filtrer ce qui était motivant pour toi. Je pense que si quelqu'un était moins motivé, moins décidé, beaucoup plus hésitant, il aurait filtré la peur et les messages que, tu sais, c'est pas tout à fait le paradis dans la vie d'un entrepreneur. Donc, bravo à toi pour le courage, pour la détermination et cette confiance en tes capacités, que quoi qu'il arrive, tu vas tout surmonter. Merci. Quels sont les projets aujourd'hui? Parce que je suis persuadée que tu en as. Oui, parce que là, je suis au début, en fait, de ma réalisation. Les projets, il y en a plusieurs.
Dans l'immédiat, j'aimerais pour plein de raisons pouvoir m'adresser directement aux entreprises et proposer mes services pour travailler sur l'employabilité des collaborateurs. Est-ce que ça va encore chercher ton syndrome d'imposteur ou ça va ? Non, ça va. Oui, cette envie de travailler en direct, parce que ça sera un autre type de... les interactions ne seront pas les mêmes. Pour l'instant, j'ai un intermédiaire et je remercie tous les centres de formation qui me font confiance et qui continuent à travailler avec moi depuis toutes ces années, mais j'ai cette envie. Parallèlement, je souhaite aussi mettre en place des modules de e-learning, alors petit à petit, mais doucement, mais sûrement, et ça se fera. Tu es aussi pour moi l'exemple de transition qui se fait dans le monde qui change. C'est-à-dire que tu as cette capacité de partir de tes propres envies, de les reconnaître, de les assumer, et en plus de les adapter dans le monde qui change. Et on n'a qu'à faire le retour sur les 20 dernières années pour savoir combien le monde de travail, le monde de technologie, le monde de enseignement a changé. Comment ça se passe pour toi, la digitalisation de ce monde-là ? Je pense que dans la plupart des métiers, le monde a changé, comme tu dis. Oui, bien sûr. Et dans le monde de la formation, je pense que c'est difficile de rester comme on enseignait il y a ne serait-ce que 5 ans, 6 ans. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de me former continuellement. Que ça soit en me rendant à des conférences, en suivant des webinaires, peu importe, mais j'essaye absolument de continuer à ouvrir grand les yeux sur le monde qui m'entoure pour continuer à me former, à être dans l'air du temps et innover aussi quelque part, participer à cette innovation qui n'est pas qu'on diabolise, mais finalement si on l'appréhende sereinement, c'est positif. Donc je continue continuellement, bien que j'ai mes diplômes, je mange de la formation, je continue à manger du savoir et du progrès. Je le souligne parce que nous sommes la génération qui n'est pas née avec ni les téléphones portables, ni l'Internet. C'est sûr. On a dû tout apprendre et souvent je rencontre des femmes entre 40, 50, 55 ans qui ont certaines réticences et qui disent « Non, mais moi je suis pas faite ni pour aller sur YouTube, ni pour faire des podcasts, ni pour... faire des formations en ligne. Et tu es l'exemple parfait qu'on peut tout faire avec le sourire, la motivation et des beaux résultats. Je pense qu'à partir du moment où tu sens cette envie en toi, il faut l'écouter. Est-ce que ce monde digital te pose quand même quelques soucis ou tout est facile ? Non, c'est pas évident, parce que comme tu l'as souligné si justement, on n'est pas né dans cet univers. Donc quelque part, il y a des moments où ça peut sembler inconfortable. Mais bien entouré, bien conseillé, ne pas hésiter à accepter que la nouvelle génération puisse aussi être un apport de connaissances. Oui. Et je pense que... quand il y a de belles interactions comme ça avec la jeunesse, qui a besoin d'une forme de connaissance dans notre part, mais qui en a aussi une, je pense que si ces deux mondes se rencontrent, alors on n'a pas 50 ans d'écart non plus, mais si ces deux mondes se rencontrent, on peut bien progresser, évoluer et travailler les uns avec les autres. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent aujourd'hui, qui se retrouvent dans une certaine forme de démotivation, découragement dans plusieurs domaines de leur vie? Par quoi tu leur conseillerais de commencer pour reprendre les rênes de leur vie? Alors déjà, je leur conseillerais de s'écouter, de se poser, mais vraiment de s'écouter et d'accepter quelque part ou de se rendre compte qu'elles ont un projet, elles ont une envie. Au pire, ça n'aboutit pas. Donc, elles sont dans la même situation. Ouais. Mais si elles s'écoutent, elles gagnent un épanouissement. Et personnel et professionnel. Je ne crois pas que le perso et le pro puissent être... Tu peux pas, pour moi, être pleinement épanoui personnellement et ne pas l'être professionnellement ou vice-versa. Ouais, pour toi, c'est un tout.
il y a des retombées. Donc je leur dirais, écoutez-vous. C'est des vases communicantes. Oui, si vraiment, maman, vous sentez qu'il y a ça en vous, allez-y. Si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'un nouveau projet vous correspond davantage. Mais ne vous dites pas, ne vivez pas avec des « et si » et « peut-être » et « si ». Et ne vous dites pas que l'âge est un frein et une limite. Moi, à titre personnel, à l'aube de mes 50 ans, bon, pas tout de suite, mais pas si loin que ça, à l'aube de mes 50 ans, je me dis « Ok, je suis formatrice. Mais dans 5 ans, peut-être qu'on refait un podcast et j'ai changé. Et tu on fait un podcast, je suis en Australie ou au Brésil et je t'annonce que je fais un tout autre métier. Et c'est pas grave. Je pense que ce changement-là ne te non, ça ne m'effraie fait pas du peur. tout. Pas du tout. Le changement ne m'effraie pas. Le plus important, c'est d'être épanoui. Et si ça doit passer par un changement radical, ça passe par un changement radical. Donc pour toi, l'épanouissement fait partie de tes valeurs fortes qui va te motiver. Oui, à 100%. Faut penser à soi. Et de toute façon, même quand on pense à soi, c'est pas égoïste. Je pense qu'on est dans une société où particulièrement les femmes, et effectivement, la mère que je suis, c'est s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, s'occuper de ceci, de cela, mais comment on veut montrer, comment on veut être une valeur de référence pour nos enfants si on ne montre pas qu'on sait aussi écouter. C'est-à-dire que pour moi, ma façon de procéder, c'est commencer un développement personnel aussi sur mon enfant. Il voit que sa maman, elle est heureuse. Elle est heureuse dans sa vie, il participe pleinement. C'est mon meilleur allié. Oui. Et c'est ma force aussi. Oui. Pour nous les femmes, souvent les enfants sont source d'inspiration parce qu'on veut les inspirer. Oui. Personnellement, c'était une très grosse motivation de montrer à mes filles qu'elles peuvent tout faire, qu'elles peuvent tout surmonter et que j'ai le devoir de les inspirer. Exactement ça. Mon petite anecdote, mon mémoire, quand j'ai fait mes études de ressources humaines, je l'ai adressé à mon fils. En lui disant que, quoi qu'il advienne, il était ma plus belle réussite et que je voulais être inspirante et un modèle pour lui. Et tous les soirs, je ne cesse de lui répéter qu'il saura qui il veut et que je l'accompagnerai dans cette voie. Mais j'espère qu'il écoutera ce podcast et qu'il sera très fier j'espère. De sa maman. Merci beaucoup, Merci Alexia. beaucoup à toi. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.